Également incertain, c'est la situation sur le front de l'Est. D'une part, la tentative de reprendre l'initiative sur le front de l'Est, c'est-à-dire la revanche contre Stalingrad, mais tous les experts militaires à l'état-major à l'époque étaient bien conscients que l'objectif de cette offensive ne saurait plus être, comme en 41-42, d'anéantir l'adversaire, mais le seul objectif, ce serait alors de rétablir un équilibre militaire qui avait été détruit depuis Stalingrad afin d'être mieux armé pour une guerre sur deux fronts après un éventuel débarquement allié en France. Et ce que je trouve tout à fait intéressant, c'est que le nom de ce plan vers l'Est, c'était le plan Citadelle. Et je crois que c'est très caractéristique du tournant dans la mentalité des dirigeants allemands, parce qu'une citadelle, c'est en fait une forteresse de défense et non pas d'offensive. Nous allons voir l'activité allemande. On ne parlera pas de citadelle, bien sûr, puisque ça, c'est un secret que seule l'histoire a pu décoder. Oui. In einer Flugzeugführerschule unserer Luftwaffe. Am Anfang der Ausbildung steht der Segelflug. Er vermittelt den künftigen Flugzeugführern die Grundbegriffe des Fliegens überhaupt. Der erste Flug wird mit dem Schulgleiter ausgeführt. Die zweite Etappe, das geschlossene Übungsflugzeug. Im Motorschlepp geht es auf größere Höhe. Im freien Flug muss jetzt der Schüler bestimmte Kurven üben und Ziellandungen ausführen. Nach dem Segelflug der Motorflug. Zuerst technischer Unterricht. Auch Navigation ist ein wichtiges Fach. Vor dem ersten Schulflug. Start frei. Den Abschluss bildet der Verbandsflug. Nun folgt bald die Umschulung auf Kampftypen wie Jäger, Zerstörer, Stuka und Kampfflugzeuge. Und dann der Fronteinsatz. In Zagreb. Feierliche Übernahme kroatischer Verbände in eine Freiwilligendivision der Waffen-SS. So wie hier strömen aus dem Norden und Süden, aus dem Osten und Westen Europas wehrfähige Männer zu den Fahnen unserer Wehrmacht zum Kampf gegen den Bolschewismus. Die Front der Freiwilligenverbände wird immer stärker. Vereidigung estnischer Freiwilliger auf den Führer. Diese Männer haben in ihrer Heimat über ein Jahr lang den blutigen Terror der jüdischen GPU-Schergen zu spüren bekommen. Als harte, unerbittliche Kämpfer reihen sie sich nun ein in die Front gegen die Sowjets. Soldaten des estnischen Freiwilligenbataillons Narva bei einer Felddienstübung. Das Bataillon Narva ist ein Verband der Waffen-SS. Es führt modernste, leichte und schwere Waffen und hat sich bereits im Fronteinsatz bewährt. Eine Kompanie der spanischen Freiwilligenlegion rückt nach harten Kämpfen im Norden der Ostfront in ihre Ruhestellung. Spanien stellte die ersten Freiwilligen zum Kampf gegen den Bolschewismus. Sie haben sich in großen Angriffsschlachten wie in erbitterten Abwehrkämpfen hervorragend geschlagen.
Spanische Verwundete kehren in ihre Heimat zurück. Auf der spanischen Grenzstation Irún werden sie von spanischen Lazarettzügen übernommen. Abschied von den treuen Waffengefährten. Oui, Klaus Wenger, ces Espagnols, on les voit partir, on va bientôt les voir revenir, c'est la dernière fois qu'ils partent, car l'Espagne va lâcher pied dans son alliance très très vite. Dès la chute de Mussolini, elle ne va pas reconnaître la République de Salo plus tard, et très bientôt elle va ramener ses troupes, ce qui est évidemment un signe d'ingratitude incroyable, vu l'aide que l'Italie et l'Allemagne ont apportée à Franco 2-3 ans plus tôt. Ja, aber die spanischen Hilfswilligen werden durch Certes, andere ersetzt. mais les volontaires espagnols sont remplacés par d'autres. Et peut-être pourrait-on maintenant parler de la situation de ces volontaires dans la Wehrmacht et surtout dans la Waffen-SS. Les choses ont commencé en 1940 avec la division Viking qui a été créée au sein des Waffen-SS afin que des soldats des pays germaniques prennent part à la guerre. Il s'agissait de Danois, de Norvégiens, de Finlandais notamment. En 1941, avec la campagne de Russie, on a commencé par intégrer à la Wehrmacht des prisonniers de guerre russes. Par mesure de prudence, on les a mis dans la logistique, dans les services arrière, mais aussi dans la lutte contre les partisans. Et progressivement, on a étendu cette opération. Nous connaissons les fameux malgré nous, en ce qui concerne les volontaires français, la division de volontaires français qui a été créée. Et la raison invoquée officiellement, c'est que les peuples libres occidentaux prennent part au combat contre le bolchevisme. Mais plus la guerre progresse, plus les pertes de la Wehrmacht, de l'armée allemande, sont grandes, plus les motivations idéologiques se perdent et disparaissent. Et on a reconnu très clairement que si un étranger tombe au combat, aucune mère allemande ne va pleurer. On avait besoin de chair à canon, la raison était tout à fait claire. Et vers la fin de la guerre, on a ignoré toute considération idéologique et c'est ainsi que dans l'armée allemande, en 1944-1945, on trouve des Ruthènes, des Albanais, des Croates, des Turcs, des musulmans de Turquie, qu'on trouve essentiellement dans les Waffen-SS. Pourquoi? Parce que les Waffen-SS passaient pour plus fiables, plus sûrs, et on était certain que les troupes allemandes de la Waffen-SS sauraient mieux, encadrer les contingents étrangers que dans la Wehrmacht où l'on risquait d'avoir des problèmes avec les soldats étrangers. Et là, c'était trop incertain pour les dirigeants. Est-ce que je vous ai mal compris, Klaus Wenger? J'ai entendu les volontaires malgré nous. Pour qu'il n'y ait aucun malentendu, il y avait d'une part les volontaires envoyés par Vichy et les malgré nous, c'était des Alsaciens qui avaient été enrôlés de force par la Wehrmacht. An der Lapplandfront. Diese Stuka werden als Eisbrecher eingesetzt. Das Tauwetter hat auf Flüssen und Strömen zu unerwartet starken Eisstauungen geführt. Unsere Stuka müssen heran. Sie sollen durch Bombenwurf die Eisschollen sprengen, deren gewaltiger Druck die Brücken zu vernichten droht. Ist vom Eis befreit und kann ungehindert abströmen. Bei einer Hundestaffel der Waffen-SS im hohen Norden der Ostfront. Mittagessen. Die treuen Vierbeiner bekommen pünktlich ihren warmen Schlag.
Ausbildung hinter der Front. Auch Robben will gelernt sein. Der Sprung über die Wand erfordert Kraft, Geschicklichkeit und Mut. Zur Bandenbekämpfung werden die Hunde auf den Mann dressiert. Im Einsatz verwundet. Eine Streife bricht auf. Die Hunde begleiten sie auf ihren gefahrvollen Wegen durch den karelischen Urwald. Auch im Sanitätsdienst ist der Hund unentbehrlich geworden. Wo in den unwegsamen Gebieten des hohen Nordens noch Schnee liegt, werden Hundeschlitten zum Abtransport der Verwundeten verwendet. An der Schneegrenze wird der Verwundete auf sogenannte Muli-Schleifen übernommen. Die Konstruktion dieser Erdschlitten ist in ihrer Einfachheit und Zweckmäßigkeit verblüffend. Die freischwebende, gut federnde Trage schützt die Verwundeten vor allzu starker Erschütterung. Reißende Ströme und Gebirgsschluchten werden mit Hilfe von Drahtseilbahnen überwunden. Hier werden sogar 6 Kilometer auf diese Weise überbrückt. Nun bringen Kraftwagen die Verwundeten zur Küste, wo kleinere Sanitätsfahrzeuge den Zubringerdienst zu großen Lazarettschiffen versehen. Wenn Hafenanlagen vorhanden sind, bereitet die Einschiffung keine Schwierigkeit. Anders ist es am steilen Felsufer. Hier muss der Verwundete buchstäblich abgeseilt werden. Ein Verkehrsboot bringt den Verwundeten an Bord. Im Behandlungsraum ist alles vorbereitet. Generaloberst Dietl besucht verwundete Soldaten kurz vor ihrer Abfahrt nach Deutschland. Ein paar Zigaretten für die Reise. Die Verpflegung ist ausgezeichnet. Auch eine Diätküche gibt es. Sie kann alle Wünsche erfüllen. Viel an Bord. Das Bordkino sorgt für Unterhaltung. Abschied von der gewaltigen Bergwelt Norwegens. Es geht der Heimat entgegen. Im Süden der Ostfront. Ein Aufklärungsverband der Waffen-SS. Er ist mit Spezialvolkswagen ausgerüstet. Die kleinen Fahrzeuge sind sehr schnell und wendig. Ständige Übungen erhalten die Kampfkraft der Truppe. Aufgabe der Übung erfüllt. Zurück.
steile Uferböschung. Schon sitzt der Wagen im Wasser und durchschwimmt sicher den Fluss. Der schwimmfähige Volkswagen ist das ideale Fahrzeug für unsere Aufklärungsabteilung. Er überwindet fast jedes Geländehindernis. Generalfeldmarschall von Manstein bei einer Besichtigungsfahrt durch seinen Frontabschnitt. In vorderster Stellung. Auf vorgeschobenem Posten. Dort drüben an der Ruine liegt etwas. Ein Kochtopf, der fehlte gerade. Die Bolschewisten kommen. Immer wieder schicken die Sowjets einzelne Stoßtrupps vor. In örtlich begrenzten Kampfhandlungen werden sie jedoch abgewiesen und wieder zurückgeworfen. Tote Sowjets vor unseren Linien. Leichte Artillerie schießt Sperre. Der feindliche Angriff kommt nicht zur Entwicklung. Bei unserer Kriegsmarine an der Atlantikküste. Minen werden übernommen. Der Minengürtel vor unseren Atlantikstützpunkten wird laufend ergänzt. Kampfflugzeuge auf Sicherungsflug. Der befohlene Raum ist erreicht. In bestimmten Abständen werden die Minen gelegt. Vorpostenboote, die weit vorgeschobenen Stützpunkte unserer Küstenverteidigung. Bei ihrem schweren Dienst sind sie oft wochenlang ganz auf sich selbst gestellt. Britischer Bomber. Bei jedem Luftangriff geht es hier ums Ganze. Bordwaffeneinschläge. Dem Feind schlägt heftiges Flakfeuer entgegen. Das Nachbarschiff brennt. Der Brite ist verjagt. Jetzt muss den Kameraden geholfen werden.
Treffer in der Brücke. Mit vereinten Kräften wird der Brand gelöscht. Verwundeter. Das beschädigte Boot wird abgeschleppt. Und hier leichte Einheiten unserer Kriegsmarine auf U-Boot-Jagd vor der holländischen Küste. Mit Horchgeräten wird der Standort der feindlichen U-Boote festgestellt. Äußerste Kraft. Wasserbomben. Wo der Feind auch angreift, deutsche Waffen sperren ihm den Weg. Moi, ce qui me frappe, Klaus Wenger, dans ses actualités allemandes, surtout quand elle parle du front russe, c'est le flou, le vague complet de ces actualités. On ne sait vraiment pas où ça se passe. Heureusement, c'est dans les actualités britanniques de la même semaine qu'on va savoir que c'est autour de Kursk, autour d'Oriol, que ça se passe. C'est vraiment fluide. Alors qu'il y a un an, on nous indiquait toutes les villes. Seulement si on les indiquait, bien sûr, on verrait qu'il y a eu un reflux. Ja, aber das ist eigentlich bezeichnend für diese Wochenschau. Oui, c'est bien caractéristique dans ces actualités, c'est que les événements à proprement parler ne sont pas désignés et ce que l'on montre est imprécis et flou. Mais ce qui m'a le plus surpris dans cette bobine d'actualité, c'est que la position défensive que nous observons à l'état-major, que nous observons également peu à peu chez les dirigeants politiques, cette position défensive apparaît également dans ces actualités. Il y a un tournant psychologique. Rappelons-nous la dernière phrase de ces actualités, c'est très net. Chaque fois que l'ennemi attaque, ce ne sont plus les Allemands qui attaquent, ce sont les ennemis, c'est l'adversaire qui attaque. Les Allemands sont sur la défensive, on le voit dans la séquence qui précède, la musique triomphale de la marche vers l'Est, Führer, nous te suivons, tout cela ne s'entend plus que très discrètement, cette musique est très discrète, et c'est peut-être l'expression consciente ou inconsciente de la situation psychologique. Nous sommes sur la défensive, nous ne sommes plus les plus forts. Je crois que ceci devrait mériter d'être dit pour commenter ces actualités. En ce qui concerne maintenant les événements dont on ne parle pas, mais il faut en parler. Par exemple, durant cette semaine, il y a les attaques aériennes des Alliés qui ont des très grandes proportions en Allemagne. Il y a des milliers de morts, des centaines de milliers de sans-abri. À la fin de ces actualités, nous voyons des attaques sous-marines. Durant cette même semaine, l'amiral Dönitz doit rappeler les sous-marins de l'Atlantique parce que les pertes sont trop importantes. Et fin mai, début juin, c'est une semaine où l'assassinat, l'extermination des Juifs prend une nouvelle proportion. Le ghetto de Varsovie a été détruit, mais fin mai, plus de 200 000 enfants juifs sont déportés des Pays-Bas au camp de concentration de Sobibor, où ils sont gazés le jour de leur arrivée. Le 30 mai,
Kurt Mengele devient médecin du camp de concentration d'Auschwitz. Nous savons que Mengele, nul ne l'oubliera en raison de ces terribles expériences médicales qu'il a réalisées sur les internés. C'est durant cette même semaine que Himmler donne l'ordre écrit d'anéantir tous les ghettos juifs en Pologne. Je crois qu'il fallait que ces choses-là soient dites lorsque nous voyons ces images. Et peut-être autre chose, le 30 mai, 500 tableaux de peintres contemporains, Klee, Picasso, Max Ernst ont été brûlés. Oui. Il y a d'autres faits, bien sûr, qu'on ne dit pas, mais là, on comprend mieux qu'ils ne soient pas mentionnés. Ce sont les débuts des négociations secrètes. Bon, en vérité, on ne sait pas grand-chose là-dessus, et on le saura bientôt grâce à l'ouverture des archives de Moscou. Mais il y a eu cette semaine, ce mois-ci, là, des négociations à Stockholm. Il semble que Goebbels est convaincu qu'on ne peut plus se battre sur deux fronts. Il a persuadé Hitler de tenter quelque chose. Et son idée, c'est que les Anglo-Américains sont maintenant trop forts, il vaut mieux négocier avec les Russes. Et alors, ces Estoniens qu'on a vus au début, n'est-ce pas? Ces Estoniens, ils sont déjà sacrifiés. Et Goebbels a l'idée qu'il faut sacrifier toute l'Europe de l'Est, sauf la Tchécoslovaquie, peut-être la Slovaquie, mais pas la Bohème, la Yougoslavie, la Croatie, la Pologne. Il faut tout sacrifier pour faire une paix immédiate parce que la guerre entre les Russes et les Américains est inéluctable, donc il faut tout de suite se mettre en position. Et ça, bien sûr, on ne peut pas le dire, mais je m'avance peut-être trop, parce que ça, c'est ce que Goebbels a dit, mais dans les négociations secrètes, on ne sait pas au fond jusqu'où ça a été. Une chose est sûre, Brest-Litovsk est à l'esprit de certains dirigeants de Berlin, d'ores et déjà. On va voir maintenant les actualités britanniques de la même semaine. Here is the world's news in pictures, and this is Pathé Gazette screening it. Delayed in transit, the latest newsreel material out of Russia takes us back to the closing stages of the winter offensive. Snowstorms, blizzards and frost are then holding the northern front in an icy grip. Red Army counterstrokes before the uneasy lull, with both sides trained by the furious winter campaign. Soviet tanks force their way forward through gaps blasted in the enemy lines. German prisoners who, according to a Russian report, have been trained in Norway for the rigors of the Eastern Front. Fresh units of the Red Army are sent into action as the hard-pressed German divisions are driven back. Nazi commanders try desperately to stall for time. They seek to stabilize the front and call a halt to the Russian advance, but it won't work out that way. This is Kursk, re-entered by the Russians after breaking the fierce resistance by picked Nazi divisions. A ruined city which only the other day the Germans bombed. They sent 500 planes to dislodge the Russians, but their efforts brought them nothing but heavy defeat. 123 of the raiders were shot down. In spite of casualties among the population, the people of Kursk remained firm. It's a commonplace in Russia that no sooner is a village, town or city liberated than a tide of citizens returns to pick up the threads of life again. A powerful artillery attack is launched on a section of the front in the region of Rzhev. More prisoners are led past concrete blockhouses which the Germans had built in a vain attempt to hold Rzhev. Every street was fortified and nearly every house had been turned into a firing point. But the Red Army came back. For 17 months, Rzhev had suffered the agonies of German occupation. Hitler's black guards had laid it waste and indulged in the brutal excesses they delight in. Those who offered any resistance had been shot near their homes.
These people are not likely to forget the savagery of the Gestapo. Vera Zherebetskaya is 19 years old. The horrors of famine have left her like this. There are many such cases in Russia. It's the ugly stain which nothing can wipe out. To pass in the trail of the beast is to see its filthy marks smeared across everyone and everything. One day, the Russians will go into Germany. Bostons and Mitchells of the North African Strategic Air Force engaged in the bombing of Pantelleria. 45 square miles of land in the Mediterranean, bombed from the air and shelled from the sea. Under concentrated attack, the much-boasted Italian fortress formed a frail link in the Axis chain of island bases. Airfields on Muzzo's mortar are pockmarked with bomb craters, and Italian defenses are in poor shape. Completely cut off by sea, Pantelleria crumbles under the weight of attack. Its fate became measured in stop-press messages which told of its rapid decline. Substance on the island goes up in smoke as the shadow of invasion puts Italy in a state of nervous tension. Sensational scenes as Mr. Churchill makes his fighting speech to the United States Congress. Tumultuous applause punctuating every magnetic sentence of the Prime Minister's brilliant oration. It is the duty of those who are charged with the direction of the war to overcome at the earliest moment the military, geographical, and political difficulties and begin the process so necessary and desirable of laying the cities and other munition centers of Japan in ashes, for in ashes they must surely lie before peace comes back to the world. And here let me say, let no one suggest that we British, have not at least as great an interest as the United States in the unceasing and relentless waging of war against Japan. And I am here to tell you that we will wage that war side by side with you in accordance with the best strategic employment of our forces, while there is breath in our bodies and while blood flows in our veins. The African war is over. Mussolini's African empire and Corporal Hitler's strategy are alike exploding. One continent, at least, has been cleansed and purged forever from fascist or Nazi tyranny. The proud German army has by its sudden collapse, its sudden crumpling and breaking up, unexpected to all of us, the proud German army has once again proved the truth of the saying, the Hun is always either at your throat or your feet. I do not intend to be responsible for any suggestion that the war is won or that it will soon be over. That it will be won by us, I am sure. But how and when cannot be foreseen, still less foretold. By singleness of purpose, by steadfastness of conduct, by tenacity and endurance, such as we have so far displayed, by these, and only by these, can we discharge our duty to the future of the world and to the destiny of man. Churchill versichert in seiner Rede noch einmal den Amerikanern, assure une nouvelle fois dans son discours aux Américains que les Anglais leur apporteraient leur soutien dans le Pacifique. Ceci était destiné à l'opinion publique mondiale. Ceci n'a pas été décisif pour la guerre. Mais une autre décision de ce sommet était beaucoup plus importante, mais on n'a pas pu le faire savoir. En effet, on a décidé que le débarquement des Alliés en France n'aurait lieu qu'au printemps 1944, au mois de mai 1944. Cette décision
Staline en a eu connaissance assez rapidement et ceci a suscité une réaction d'effroi de Staline qui a envoyé plusieurs télégrammes à Churchill pour lui dire qu'il n'approuvait absolument pas cette décision. Il trouvait tout à fait scandaleux et incompréhensible que l'Union soviétique continue de porter le principal fardeau de cette guerre et il a rappelé brièvement les ambassadeurs à Washington et à Londres. Donc, ambiance très mauvaise entre Churchill et Staline suite à cette conférence. Et Churchill a répondu à Staline qu'il ne comprenait pas pourquoi la perte de quelques centaines de milliers d'hommes lors d'un débarquement prématuré pourrait être utile pour l'Union soviétique, alors qu'il serait possible quelques mois plus tard de réaliser une telle entreprise avec succès. And away from the war story, exclusive to Pathé Gazette, an austerity Epsom derby run in aid of Epsom and Dewars Wings for Victory Week. Champion jockeys riding ponies instead of racehorses. Mr. Tom Walls, the now bearded prince of the racecourse, introduces the riders. I have very great pleasure in introducing some of our real Knights of the Pigskin who are riding here today, and almost without exception, I'm not sure that there is an exception, they have ridden winners of the real derby on Epsom Downs. Come on, Steve. Go, Steve. This is Steve Donahue. I'm not going to enumerate the winners that he rode because I would be bound to forget some of them. But it was either 5 or 6. How many, Steve? 6. 6 derby winners. A glutton. Absolute glutton. Come on, Gordon. This is Gordon Richards, the champion jockey of all time. But he has yet to realize his greatest ambition, I'm sure, and that is to ride a derby winner. Good luck. I ride one tonight. This is Michael Beery, who won the derby on Midday Sun. Any others, Michael? No. No others? No. He's beaten me several times and ridden several winners for me. And we go hunting together when there is any hunting. Good luck, Michael. All right, boys. Come on, Old Kate. This is Old Kate, back from the grave. A very famous racing character. I don't know if that is the original Old Kate stick. It is. And that is going to be auctioned for the good of the cause, Wings for Victory Week at Epsom, and I hope it's going to make a lot of money. How that flimsy stick ever supported Old Kate's weight, I can't think. And so we come to this novel wartime substitute for the World Classic. A 3-furlong contest with a field of 8 starters. Here they come, striding down the narrow track, flanked on either side by an excited crowd. Little fellows which never aspired to racing, getting their big chance at last. Now the big surprise. Number 8, Sanderdese, comes home the winner, thereby causing a mild stir at a Dorking convent. Owned by the Reverend Mother Veronica, the gentle Sanderdese, used for training children to ride, but now ridden by E. Smith, took wings to win a derby victory. Captain Clark Gable, now stationed in Britain as gunnery instructor in the American Air Force, has said goodbye for the duration to £1,500 a week and signed a new contract with Uncle Sam. Any lady in the audience like to step up and be shot? Maybe you'd like to hear a few words from Captain Gable. Here's where our real job begins. We're in the graduate school of gunnery now, learning it in combat, trying to put it on the film. Trying to report it in a way that will help the gunners back home to know what to expect when they go out on their first mission. A shadow of the old peacetime test matches. England facing the Australian bowling in the Pelham Warner versus Royal Australian Air Force match at Lord's. 10,000 cricket fans recall the keenly contested games for the Ashes as they watch Holmes and Wyatt put up a stand of 68. Here is Wyatt making a scoring stroke. Once that partnership had been broken, the Australian bowling was on top. The Aussie Air Force was putting the ball dead in the target area. At the tea interval, the scoreboard showed a total of 201 for Sir Pelham Warner's team. Any success the Aussie bowlers had gained was let down by their batting. 7 wickets fell for 6 runs. An unhealthy position which Miller did something to rectify by knocking up 45.
offside stump to the bowling of G.O. Allen. Long before the last wicket fell, it was obvious that the RAAF could not hope to pull the fat out of the fire. Sir Pelham's 11 made a relatively easy win by 101 runs. Washington to Gibraltar, Gibraltar to Tunis. Again, our dynamic Prime Minister travels the globe, reaping a rich harvest by consultation with British and Allied leaders in the field. Drawing again on his amazing reserve of strength, Mr. Churchill goes everywhere. 3,000 British and American troops assembled in the 2,000-year-old Roman amphitheater of ancient Carthage, hear the Prime Minister expressing heartfelt thanks of two nations for all they had done in North Africa. With that rich eloquence of his, Mr. Churchill congratulated them on their victory. Then, on a further tour of inspection, he made a point of going among American troops to give them words of cheer, which he had brought from his famous friend and partner, President Roosevelt. Now down the lines of a Guards regiment. Joined by Mr. Eden, who had flown to North Africa for the conferences, the Prime Minister drives along an avenue of cheering men of the Armored Corps. Much of his traveling was done in a captured German staff car. Accompanied by Air Chief Marshal Tedder, Mr. Churchill comes to RAF headquarters for further deliberations that will profoundly affect the future of the war. Lunch is taken at the Air Officer Commanding's residence. There was no restriction on talking shop. Fighting men of nearly every Allied country listened to Mr. Churchill speaking from a lorry serving as a rostrum. These frontline chats are a delight to the troops, who relish every word. Good stuff now from the Foreign Minister, and the PM nods his approval. General Eisenhower's headquarters with the Commander-in-Chief and his fine team. The assembling of the Allied military, naval, and Air Force chiefs for the big conference under the presidency of the Prime Minister. A final survey of preparations for the opening of the phase of attack upon the Axis fortress of Europe. Charles Wenger, le moral de Churchill et des chefs anglo-saxons est évidemment au sommet. Mais pas du tout du côté des Allemands. On a, c'est tout à fait une chance, le procès-verbal d'une réunion qui a eu lieu cette semaine à Berlin, où von Neurath, le grand diplomate d'avant Ribbentrop, revient d'Italie et, comme quelque chose se prépare en Italie, il a une très très longue discussion avec Hitler en présence de Kesselring et de Rommel. Et ce qui est frappant, c'est d'abord que von Neurath ne cache pas son pessimisme sur la situation en Italie. Il explique que les Allemands n'osent plus se promener dans les rues en Italie, tellement l'opinion est hostile, surtout dans le sud. Il ne fait aucune confiance au général Roata qui va défendre la Sicile, si c'est la Sicile qui est attaquée, parce que les Anglais ont laissé croire, ils ont fait un petit piège, une histoire d'espion qu'on a trouvé noyé, laissant croire que c'était en Sardaigne ou en Grèce quand il y a eu le débarquement. Bref, von Neurath explique que si le débarquement a lieu en Sicile, Roata est un traître, ce qui n'est pas vrai d'ailleurs. Roata va vraiment se battre. Enfin, c'est l'opinion des dirigeants allemands et c'est ça qui compte. Oui, on a fait beaucoup de tort aux Italiens. Ils se sont battus très vaillamment. Effectivement. Mais c'est l'idée qu'Hitler a à cette date. Et von Neurath continue à donner des éléments d'appréciation très négatifs. Et alors là, il y a une scène qui est très curieuse. Brutalement, Hitler se met en colère devant von Neurath, Kesselring, qui lui croit qu'on peut tenir en Italie à cause du relief, etc., si le débarquement a lieu. Alors que Rommel est pessimiste. Hitler se met brutalement en colère et il dit « Si on perd la guerre, c'est de la faute de l'Italie ». Alors, pas à cause de la campagne d'Afrique, non, non, non. Parce qu'en 1940, en 1939 même, au moment des négociations, Mussolini a voulu jouer les intermédiaires, poussé par le roi, poussé par... etc. Par lui, j'ai confiance. Il a voulu jouer les intermédiaires et à cause de ça, comme il ne s'est pas mis vraiment avec nous, l'Angleterre a défendu la Pologne et ça a été la guerre. C'est donc à cause d'eux, etc. Ce qui prouve qu'il y a une sorte de retour.
et qu'il y a une sorte maintenant de désarroi dans sa pensée, dans les rapports avec l'Italie, dans ce qu'il faut faire, la paix à l'Est ou la paix à l'Ouest, ou pas la paix du tout, on ne sait pas. Et l'opinion publique qui commence à bouger, d'après ce que vous me disiez. Also die öffentliche Meinung wird unruhig. L'opinion publique und der Graben s'inquiète zwischen et le der fossé offiziellen entre Euphorie, Zuversicht l'euphorie, l'optimisme officiel et ce qui se passe dans la tête des gens ne fait que s'accroître. Il y a de plus en plus d'informations que nous connaissons, puisque toutes les semaines, la police secrète a envoyé des rapports de situation à Berlin, et ces rapports sont de plus en plus alarmants sur l'état d'esprit de la population. Les gens demandent, est-ce que nous allons pouvoir mener la guerre jusqu'au bout, en termes matériels, en termes humains. Les gens commencent à avoir faim. Est-ce que nous pouvons gagner la guerre? Et si nous ne gagnons pas la guerre, c'est la pire des questions, que va-t-il advenir de nous? Les dirigeants sont informés de cette atmosphère, de cette ambiance, du fait de ces rapports. Alors comment réagir à cet état d'esprit, à ces états d'âme? Et ce n'est pas par hasard qu'à la fin du mois de mai, au début du mois de juin, 4 mois après Stalingrad, après la perte de l'Afrique, et dans l'optique d'un débarquement que l'on attend à un moment ou à un autre, ce n'est pas par hasard que Goebbels lance une grande mission au cinéaste de l'UFA, à savoir de réaliser un film qui doit glorifier le Reich allemand et le national-socialisme. C'est le film Kolberg. L'histoire d'une ville assiégée qui se défend contre l'ennemi, qui attend l'assaut. L'assaut se produit dans Kolberg. Kolberg se trouve en quelle région? Kolberg, c'est en Prusse orientale, n'est-ce pas? C'est une ville, encore une fois, c'est une forteresse occidentale contre l'invasion bolchevique. Et le message majeur de ce film, c'est plutôt mourir que capituler. Et ça, c'est la traduction cinématographique de cette guerre épouvantable, voulez-vous la guerre totale, et de la politique que Goebbels et Hitler ont menée jusqu'au bout de la guerre. Ce qui est extrêmement instructif dans ce film qui a été commandé et de commencer le tournage de ce film en juin 1943, et si l'on sait le temps que demande la diffusion d'un tel film, ce qui est très instructif, c'est que l'on part de l'idée que la situation ne va pas s'améliorer, mais au contraire empirer. Si l'on avait pensé en effet qu'il ne s'agit que d'un creux de la vague transitoire, eh bien, à ce moment-là, on n'aurait pas eu besoin de faire réaliser un tel film. Le fait que l'on fait réaliser un tel film prouve bien que Goebbels se rendait bien compte que la page de la guerre s'était définitivement tournée. Mais ce n'est pas un hasard si ce film se situe, comme avec Kolberg, à l'époque de Napoléon, c'est-à-dire à une époque où la Prusse va être réduite, mais elle va ensuite ressurgir plus puissante comme le phénix. C'est vraiment une idée de Goebbels qui devient vraiment maintenant le maître à penser de la propagande nazie. Plus personne n'a cru à cette idée lorsque ce film est entré dans les salles de cinéma. Bien sûr. Merci Klaus Wenger de ces éclaircissements sur la psychologie des Allemands et sur la situation à cette date. La semaine prochaine, nous changeons d'axe puisque nous verrons des actualités américaines et japonaises.